Salut à tous, mon nom est Yannick comme d'habitude et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous car elle m'a été demandée. On va parler de mon appareil photo, le GH4 que j'ai pas en main parce qu'il nous filme en ce moment. D'abord je vous propose de commencer par ce super trailer que j'ai préparé pour vous. Allons-y. Alors après ces magnifiques images, je sais. C'était parfait. D'ailleurs c'était filmé avec un D7000 qui est là, qui fait pas partie de la vidéo mais c'est toujours cool de l'avoir. Alors le GH4. Je peux en parler sans l'avoir dans les mains puisqu'il filme en ce moment. C'est l'appareil que j'utilise maintenant tous les jours pour mon boulot. J'ai changé d'équipement. Une autre vidéo viendra pourquoi, comment et ce que j'avais avant, etc. Mais aujourd'hui on va parler du GH4. D'une part un peu de mon avis, une petite review donc, et surtout de la navigation dans les menus, comment moi je règle le GH4, etc. Parce que je pense que ça sera bien plus utile que de faire finalement l'énumération vraiment en détail de tous les faits, pourquoi le GH4 est si génial. Mais on va commencer quand même par quelques détails pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il n'y a pas de honte, si vous avez dormi sous une pierre depuis un an, c'est pas grave, moi je suis là pour vous rattraper. Alors le GH4 il est sorti en avril dernier, 2014 donc, et c'est le petit nouveau de Lumix, donc Panasonic, qui est donc le successeur du GH3 et qui propose quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire un enregistrement vidéo en 4K directement sur la carte SD. Pour l'instant, c'est le seul appareil à objectif interchangeable. Lumix a sorti le FZ1000 je crois, qui n'a pas d'objectif interchangeable mais qui sinon est similaire au GH4, qui enregistre aussi en 4K. Et vous avez également le Sony A7S qui permet d'enregistrer en 4K, mais la petite blague c'est que c'est uniquement sur un enregistreur externe. Donc le GH4 pour le moment est le seul dans sa catégorie, chose fort intéressante puisqu'on a accès à du 4K en 100 mégabits par seconde. Alors peut-être la petite question que vous vous posez, qu'est-ce que c'est que c'est la 4K? C'est 4 fois supérieur. 4 fois supérieur à la Full HD. Donc c'est 4 fois la résolution. En fait, la HD, je vous laisse faire le calcul, ça vous entraînera un peu. Maintenant, qu'est-ce que ça nous permet? Déjà d'avoir une image de plus grosse résolution, d'avoir plus d'amplitude donc pour travailler avec, d'avoir aussi une image Full HD, parce que en fait, ce que je peux faire avec le 4K, c'est faire un downscaling, c'est-à-dire j'adapte mon image 4K à une image Full HD et du coup j'ai une image encore plus détaillée puisque les détails seront conservés, une image donc beaucoup plus jolie. Est-ce que la différence se voit? Oui, elle se voit. Là vous pouvez pas le voir, j'ai un écran qui est que Full HD et même moi je vois la différence et j'ai pas besoin d'aller dans un zoom de 400% pour la voir. Donc voilà, ça c'est la 4K. Le GH4 nous propose non seulement la vraie 4K qui est la Cinema 4K, donc qui est 4096 fois, voilà un autre chiffre mais c'est le chiffre à retenir. On a la pas Full HD, pardon, la Ultra HD, voilà, je vais m'y retrouver, qui est donc 3000 et quelques, qui est la résolution de la télé 4K et de YouTube également, puisque YouTube, si vous ne le saviez pas, propose maintenant la 4K pour les vidéos, donc ça augmente un peu partout et ça va devenir le standard d'ici quelques années. Le grand souci va rester la télé puisque la plupart des chaînes ne diffusent même pas encore en Full HD, donc voilà, jusqu'à ce que ça soit la 4K, il y a encore un peu de temps d'attente puisque forcément si on parle de 4K et de résolution supérieure, on parle aussi de fichiers très gros. Non seulement il est très fort sur le plan de la 4K, ce cher GH4, mais en plus, il nous propose du Full HD en plusieurs modes, en 50 mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde, en 200 mégabits par seconde. Pour ceux qui sont
familier avec la vidéo, ce que je viens de dire maintenant ne sera pas expliqué, je ferai une autre vidéo sur l'explication de ces termes-là. Mais bien sûr, l'enregistrement interne est en compression 4.2.0 avec 8 bits, forcément, puisque sinon ça serait, je pense, un peu ingérable avec la technologie actuelle dans les appareils. Mais le GH4 peut également sortir du 4.2.2 en 10 bits par seconde, en 10 bits par seconde, en 10 bits tout court, sur un enregistrement externe avec un Atmos Ninja par exemple, ce qui est quand même considérable puisque là le GH4 va se transformer vraiment carrément en bête de cinéma. Maintenant, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire en termes de nouveautés sur le GH4. En termes de photo, moi je l'utilise beaucoup pour la photo également, c'est à peu près 50-50 pour mon usage du GH4 et en photo il déchire également. Il n'y a pas de grandes nouvelles par rapport au GH3 puisque le capteur est resté plus ou moins identique. Il a une belle plage dynamique, une bonne résolution de 16 millions de pixels, ce qui moi me suffit largement. Bien sûr, pour ceux qui auraient dormi encore sous une pierre depuis des années, il s'agit d'un appareil 4 tiers, hein, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais pour moi c'est assez logique. Voilà un capteur qui est 2 fois plus petit que votre capteur 24-36 habituel. Maintenant je vous propose de regarder un peu les réglages du GH4 et comment naviguer dans les menus. Donc pour vraiment voir ce que a le GH4 dans le ventre, on va simplement commencer par l'allumer. Voilà, il me dit pas de carte mémoire, c'est pas bien grave pour ce qu'on souhaite faire. On va donc se concentrer ici dans les 4 menus sur le tout premier qui est le menu uniquement dédié à la vidéo. Je vais juste commencer par la première page. Donc ici déjà, vous pouvez actionner l'écran tactile qui est entièrement tactile, hein, vous pouvez tout faire avec vos mains. Moi je préfère ici la petite molette avec le bouton menu au milieu pour confirmer. Donc première chose, on va avoir le style de photo, ce qui est un peu malencontreux en termes de termes choisis, puisqu'il s'agit plutôt d'un style d'image vidéo. Si je rentre dedans, maintenant ça c'est mon profil personnel, sinon vous avez bien sûr des presets ici déjà préfaits, comme l'indique le mot preset, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Tout simplement, en fait, on a plusieurs choix. On peut modifier le contraste, la netteté, la réduction de bruit, la saturation et la teinte. Tout ça, c'est assez sympathique et surtout très utile en vidéo puisqu'on recherche l'image la plus plate possible si vous voulez. Donc dans mon style personnalisé, si vous voulez tester, c'est ce style-là après de nombreux essais que j'ai adopté pour avoir une image plate sans perte de qualité, parce que le souci souvent c'est que les gens veulent faire trop plat, or quand c'est trop plat avec trop peu de contraste, on perd en qualité puisque les ombres seront trop débouchées et on va créer masse de bruit, ce qui n'est pas avantageux, surtout en post-production si vous souhaitez ajouter quelques effets. Donc personnellement mon contraste est à -5, la netteté à -5, ça c'est un conseil global que je vous donne, peu importe votre appareil, si vous n'avez pas encore de GH4 ou vous ne comptez même pas le prendre mais que vous avez un autre appareil, baissez la netteté en vidéo à au moins que vous pouvez quoi. Là c'est -5 parce que la netteté ajoutée par l'appareil est juste ignoble. Il vaut mieux rajouter de la netteté en post-production. Voilà, réduction de bruit, elle est à 0, puisque la réduction de bruit du GH4, bon, elle marche bien, mais moi, j'aime pas quand c'est l'appareil qui l'applique, je préfère appliquer un filtre par la suite. La saturation à -5 et la teinte à +1, parce que c'est là où, à mon œil, j'ai la coloris exacte par rapport à mes yeux à moi. Ici, je vais revenir. La photo en 4K, pour le moment, je l'ai désactivée. Vous pouvez donc maintenant, depuis la mise à jour du mois d'octobre 2014, prendre des photos tout en filmant en 4K. Donc ça vous fait des images de 8 millions de pixels, ce qui est pas mal. Format d'enregistrement, là on va avoir le choix entre le Move et le MP4. Du moins, dans les options que moi j'ai choisies, on va y revenir tout à l'heure. Donc moi je choisis le MP4 pour sa flexibilité. Voilà. La qualité d'enregistrement. Alors là, bien sûr, on va avoir toute la force du GH4. On commence avec le petit. Donc de la Full HD 24 images par seconde avec 50 mégabits par seconde. On va avoir du Full HD 24 images par seconde 100 mégabits par seconde. Et là, du 200 mégabits par seconde, ce qui est juste énormissime par rapport à un appareil comme ça en enregistrement interne. Et maintenant, bien sûr, les arguments de vente et les points forts du GH4, la 4K. J'ai deux modes 4K, tout simplement parce que cette 4K-ci
la 3840 x 2660, c'est pas à proprement dit de la 4K, il s'agit en fait de la Ultra HD qui est la 4K des télés actuellement en vente ou bien de YouTube. La vraie 4K sera la Cinema 4K, caractérifiée ici par C4K, qui est donc du 4096 x 2160. Les deux modes marchent en 24 images par seconde comme d'habitude et en 100 mégabits, ce qui est quand même pas dégueulasse en termes de compression. Un petit point aussi pour ceux qui cherchent à faire de la slow motion, 96 images par seconde, c'est ce qui peut faire le GH4. Comment je fais, puisqu'ici dans les qualités d'enregistrement je n'ai pas la possibilité, sauf qu'ici vous voyez si je suis sur la Full HD 100 mégabits par seconde, il me dit cadence variable disponible, parce que regardez, si je vais sur Cinema 4K, je peux pas cliquer sur cadence variable, ici c'est grisé. Tandis que si je choisis ici, donc ma Full HD, tac, et j'ai la cadence variable, maintenant je peux la régler, je peux passer de 96 images par seconde, voilà, et je peux faire 2 images par seconde, etc. 96 c'est généralement ce qu'on va rechercher si on veut faire de la belle slow motion. Le mode d'exposition pour la vidéo, vous voulez surtout vous retrouver en manuel et choisir aucun autre mode. AFS, AFF, ça c'est les modes de mise au point, sachant que moi je travaille généralement en mise au point manuelle où je fais une fois la mise au point avec l'autofocus et ensuite il est bloqué, donc ça sera le MPA single, voilà, ici. Ensuite le MPA continu, non je ne la veux pas. Le mode de mesure, voilà, je utilise le spot puisque comme ça il va me prendre le centre et ce qu'il y a autour comme référence de mesure pour m'indiquer les corrections d'exposition possibles afin d'avoir une image équilibrée. Les autres lumières, c'est assez hallucinant d'avoir ça aussi sur un appareil aujourd'hui, du moins un appareil destiné aussi pour la photo et pas une caméra vidéo à proprement dite. C'est ici on va pouvoir choisir des courbes. Donc si vous connaissez Photoshop, c'est exactement la même chose. Donc c'est un profil de courbe qu'on va appliquer à notre enregistrement. Vous pouvez modifier toutes ces courbes et vous avez même les emplacements pour vos 3 modes C1, C2, C3 que vous trouvez sur la molette juste ici en haut. Donc je peux tous les modifier. Moi j'utilise la courbe toute droite parce que j'ai largement une amplitude dynamique qui est suffisante à mon goût. Je déconseille d'utiliser une courbe comme ceci puisque on va à nouveau engendrer du bruit en fait dans les ombres et également avoir des autres lumières un peu bizarroïdes. Donc ici je ne vais pas perdre de temps avec le High Dynamic High Resolution, c'est des paramètres que l'appareil considère améliorer la qualité de la vidéo. Or c'est le contraire, c'est pas la faute du GH4, tous les appareils aujourd'hui ont ce défaut là, ils essayent de corriger à leur sauce, sauf que c'est pas vraiment ça. Donc ces deux paramètres là je vous déconseille de les utiliser, vous pouvez hein, mais c'est juste une expérience propre. Donc le niveau master pédestal c'est simplement en fait vos noirs, combien ils vont être noirs. Pour faire simple, hein, c'est pas exactement ça. Moi, je les pousse toujours à plus 15 car là, ça reste étonnamment assez propre et ça nous offre une plus grande plage dynamique. Ici, niveau de luminosité, on va rester entre 0 et 255 pour avoir la plus grande amplitude possible tout en restant propre. Balayage synchronisé, on va pas voir ça. Convertisseur télé. Bah, moi j'en ai pas, donc voilà. Zoom numérique surtout pas, puisque le zoom numérique va nous dégrader considérablement la qualité de l'image. Timecode, ça c'est sympathique si vous travaillez avec du timecode, avec des machines aussi qui ont une synchro timecode, donc vous pouvez ici faire vos réglages pour l'utiliser. Moi je l'utilise pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais voilà, sachez que ça existe sur le GH4. Sortie en enregistrement HDMI. Alors ça veut dire que vous avez un enregistreur externe, ça coûte quand même pas mal d'argent, mais, l'énorme avantage du GH4, ça va être qu'on peut sortir du 4.2.2 en 10 bits. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que ça sera un peu long à expliquer. Ceux qui font déjà de la vidéo et qui connaissent le jargon savent que la différence entre 8 bits et 10 bits est juste énormissime. Donc googlez un peu sur le net si vous ne connaissez pas la différence et vous allez voir des schémas de niveau de grille extra qui vous montrent en fait la différence qu'il y a en termes de richesse entre le 8 bits et le 10 bits. La sortie de son, vous avez deux choix, Real Time ou Record Sound. Donc Real Time, ça va simplement nous permettre d'avoir le son en temps réel, donc très pratique si vous travaillez au casque, ce qui m'arrive assez fréquemment, donc c'est ce que j'ai choisi comme option.
Fonction discrète, donc voilà, ça c'est juste pour la discrétion de l'appareil, il va pas faire certains bruits ou allumer certaines lumières. Affichage du niveau de micro, bah oui, je veux l'afficher, on va voir que ça s'affiche tout à l'heure quand j'aurai mis un objectif. Pour le moment, on va rester dans les menus. Réglage du niveau de micro, donc ça c'est moi qui l'ai choisi par rapport à mon microphone Rode que j'utilise avec mon GH4. Là c'est le microphone interne pour le moment que vous voyez moduler, donc ici vous pouvez régler votre niveau que vous souhaitez. Voilà. On pourra aussi le régler bien sûr directement en live, ce qui est assez agréable. Limitateur du micro, oui, puisque comme ça m'évite d'avoir des gros soucis, même si c'est pas le limitateur le plus efficace au monde. Vent coupé, oui, auto, même si généralement j'évite de tourner quand il y a du vent, du moins en extérieur. Fonction SS/gain, angle ISO. Alors là, c'est intéressant puisque ça va faire plaisir aux cinématographes entre vous. Puisqu'en fait, en cinéma et dans des caméras vraiment dédiées à la production vidéo, on ne va pas retrouver forcément la notion de ISO qu'on a en photo. On va trouver en fait la notion d'angle. Je vais pas expliquer à quoi ça correspond puisque voilà, on va partir un peu loin. Mais sachez, voilà, ça reste une notion de sensibilité, mais ceux qui sont habitués à travailler avec l'angle, donc voilà, vous l'avez ici comme option d'affichage. Les barres mire, bah, c'est quoi? C'est ça, en fait, attention. Ah non, ça fait même pas de bruit, c'est cool. Parce que normalement, il fait un petit bip. Voilà. Donc, hop, on va retourner dans les menus, pardon. Hop, style photo, donc c'est ce qu'on vient de voir. Ça, c'est donc tout le menu. Vous avez quand même 6 pages uniquement pour le menu, des réglages de base pour vos vidéos. Ce qui est quand même juste énorme. On remarque déjà le fait de se spécialiser en vidéo pour le GH4. Maintenant, les options un peu plus globales, on va dire, hein, même si on retrouve des choses très très agréables et très utiles. Mémorisation de réglage perso, bon ça je vais pas faire. Mode discret, non. Ça c'est en l'occurrence pour la photo. Là c'est les réglages photo qu'on va trouver ici. Donc tout ça c'est si vous voulez prendre des images, ça c'est mes réglages, voilà. Que l'autofocus reste bloqué une fois que j'ai pris la cible en photo, enfin pas en photo mais à mi-course. Verrou, déclenchement AF, etc. Déclenchement mi-course, non. AF précis, voilà, on peut faire médium. Ça, c'est en fait la durée, en fait. Point précis, Ah, comment expliquer ça? Alors, le point précis, c'est la durée qu'il va prendre, en fait, pour chercher la mise au point, en gros. Lampe assist, c'est une petite lampe que vous avez devant l'appareil qui peut être allumée ou éteinte. Donc priorité AF déclenchement, donc ça veut dire à quoi vous mettez la priorité. Donc moi je la mets au focus. Autofocus plus manuel focus, moi je l'ai éteint puisque en photo je m'en sers pas. Assistant MF, voilà, vous avez les différents diagrammes. Je rentre pas dans les détails puisque là il s'agit vraiment plus de choses de préférence très personnelles. Et guide MF, oui, focus speaking. Par contre, ça, c'est de la balle d'avoir ça. En gros, vous allez voir que toutes les zones nettes sur l'image, donc ici sur l'écran ou dans votre viseur, qui est juste une reproduction de l'écran, puisqu'on a un viseur électronique, vous allez voir directement ce qui est net, car le GH4 vous affiche en coloris ce qui est en ce moment en focus. Donc on va voir ça également quand on aura l'objectif sur notre GH4. Un histogramme, donc voilà, hein, on va juste avoir l'histogramme qui s'affiche comme ça. Grille de référence, donc pour votre composition, vous avez différentes grilles possibles. Vous pouvez aussi ne pas l'afficher. Marqueur du point central, non. Haute lumière, oui. Et zébra, oui, puisque les zébras, en fait, c'est également, ça sera plus visible quand on aura l'objectif dessus, mais ça va être en fait des petits traits qui vont montrer les zones surexposées au moment de la prise de vue. Donc c'est assez pratique également. Affiché en monochrome, non. Aperçu constant, oui. Mesure d'exposition, oui. Style live view, donc ça c'est en fait la mise en page de cette fenêtre-ci quand elle est en live view. Ici, style affichage écran, voilà, c'est un peu pareil. Affichage info écran, donc si vous voulez avoir les informations ou pas. Afficher priorité vidéo, non, puisqu'en fait, quand je suis en mode de prise de vue photo, je ne veux pas avoir les informations vidéo puisqu'ils ne m'intéressent pas. Réglage des touches FN, donc là, pré-réglage et réglage mode lecture. Donc vous avez des touches ici, donc FN1, FN2, FN4, etc. Que vous pouvez régler selon le mode choisi. Donc ça, c'est quand même assez énorme.
Donc là, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Je ferai une autre vidéo juste sur mes réglages des touches en fait. Comme ça ne rentre pas en compte dans cette vidéo-ci. Le Quick Menu, voilà, réglage de la molette. Donc vous pouvez régler la molette ici. Elle peut affecter les rotations. Donc tac, faire ça. Ici les deux molettes, donc comme chez le système Nikon avec l'ouverture et la vitesse, voilà, je vais y arriver. Compensation d'exposition, non, pas sur les molettes. Bouton vidéo, oui, donc c'est ce bouton-là, hein, que vous pouvez d'ailleurs également faire en doublant avec le bouton déclencheur, hein, c'est comme n'importe quel appareil presque. Détecteur d'œil, on peut le régler, hein, comme ça, si jamais vous suivez une personne et vous voulez que l'appareil suive en focus l'œil de la personne, alors ça marche plus ou moins bien, on va en reparler tout à l'heure. Réglage des touches, des fils tactiles, guide des menus, machin, déclenchement sans objectif. Donc là, je passe assez rapidement puisque toutes ces options-là, bah, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, il y a de bonnes choses où j'ai fait quand même une pause dessus. Là, maintenant, c'est la config vraiment de base, donc Wi-Fi, machin truc. Vous pouvez l'entièrement contrôler par Wi-Fi, le GH4, hein, avec votre téléphone, c'est possible sous n'importe quel système. Je crois qu'ils ont, oui, ils ont fait Windows Phone aussi maintenant, donc c'est assez intéressant. Ici, d'avoir des bips, non, parce que sinon, hein, ça bip quand vous mettez au point, etc. Ça, c'est à vous de voir. Volume des haut-parleurs, volume du casque, mode affichage réel 60 fps, donc ça, c'est pour la slow motion. On va y revenir dans un instant. Écran, c'est pour la luminosité. Hein, donc, par contre, ici, point rapide, vous avez quand même les choix aussi d'améliorer la justesse de votre écran. Alors moi, je le trouve assez juste pour un écran comme ça. Hein, ça va, c'est pas ignoble. Mais vous pouvez l'adapter, ce qui est quand même pas dégueu d'avoir ça comme idée. C'est-à-dire souvent se plaindre des écrans arrière, donc c'est pas mal. Économie, donc là, c'est pour les mises en veille. Priorité à la batterie. Donc voilà, ici, vous avez body ou batterie grip, parce que vous avez bien sûr un grip disponible pour le GH4. Le mode USB, vous pouvez choisir ce qui fait, la connexion à la télé, ce qui sort comme rendu, vos prises des menus, couleur arrière-plan, les langues, etc., etc. Renommer les fichiers, donc ici c'est assez renumérer, voilà. Restaurer les paramètres, rafraîchir les pixels. Ici, ça c'est important par contre. Sur la 5e page des configs, là il faut savoir en quoi on veut bosser. Est-ce qu'on veut bosser en 24, donc vraiment ce qui sera la norme cinéma en fait, ce qui sera l'image la plus cinématographique. Sinon vous avez l'affichage PAL ou l'affichage NTSC, en gros c'est États-Unis et Europe, un peu comme réglage ici. Tout dépendra en fait de ce que vous souhaitez faire, je ne vais pas rentrer en détail qu'est-ce que c'est le PAL, qu'est-ce que c'est le NTSC, hein, parce que là on va juste partir vraiment trop loin. Vous avez le rafraîchissement des pixels, le nettoyage des capteurs qui se nettoie automatiquement, et en dernières options, comme souvent dans les appareils, de formater la carte. Ici maintenant, c'est juste les réglages des previews en fait quand vous faites lecture. Donc vous pouvez faire des diaporamas, des journalisations, vous pouvez traiter vos RAW directement, retoucher effacement, etc., etc. Donc là, franchement, je vais pas perdre mon temps avec ça parce que ça c'est vraiment uniquement des paramètres très très personnels selon ce qu'on préfère qu'il nous affiche et comment il le fait, etc., etc. Alors maintenant qu'on a mis notre objectif, je vais rallumer l'appareil, il va bien sûr me dire pas de carte mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, pour vous montrer donc l'intérêt du focus picking, vous allez déjà le voir là. Hop, je zoome un maximum et maintenant j'utilise le focus manuel. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, à peu près à ce niveau-là du K, en bas de la touche K, voilà. Vous avez très rapidement, voilà, là, vous avez des petits parasites bleus, ce qui est justement le focus picking. Bien sûr, c'est pas sur la vidéo ou sur votre photo, ça montre juste qu'est-ce qui est en focus. Donc, vous voyez que la plage change selon par où je tourne ma manette de focus. Donc, très pratique et très très utile pour faire du focus manuel et être bien sûr d'être pile dessus. Maintenant, ce qui est assez sympathique, je vais pouvoir accéder à pas mal d'options en cliquant ici avec mon doigt sur le petit appareil. Je peux donc ici directement changer mon niveau de micro, que je peux monter comme ça, hein, et baisser comme ceci. Donc c'est par des gestes en fait, tout simplement. Hein.
Donc j'ai pas mal de fonctions ici directement disponibles quand je regarde. J'ai aussi les touches donc FN qui m'indiquent ce que font mes touches FN. J'ai ici du picking ou pas. Donc ici vous voyez que à gauche en haut de l'écran, ça me dit le picking est low, high ou absent. Donc c'est des choses que directement sur le coup je peux les changer, ce qui est quand même assez agréable. Aussi très utile, c'est le fait d'avoir l'histogramme ici. Donc, à gauche de votre écran, pareil, c'est ce qu'on avait affiché dans les menus. Ici, il vous dit que par exemple l'image, pour le moment, pour lui, elle est sous-exposée. Donc, je peux appuyer sur mon bouton ISO en haut, simplement regarder, voilà. Alors, pourquoi je suis à 1/50e de seconde ici, puisque je veux faire de la vidéo. Donc, je souhaite être à 1/50e de seconde. Je ne vais pas rentrer dans les détails à nouveau là-dessus, puisque c'est simplement la théorie de la vidéo et on va en faire une vidéo rien que pour ça. Maintenant, mes boutons. Je pousse un peu ici, voilà. Mes boutons, le FN2 va me donner accès à mes différents modes d'enregistrement, d'ailleurs très intéressant. Regardez la différence entre, là c'est du Full HD, et si je passe en 4K, paf, c'est plus zoomé. Donc voilà, 4K, et là Full HD, 4K, Full HD. Sur mon deuxième bouton ici, alors, je vais choisir un mode, peu importe lequel, on va mettre en Full HD. Ici, ma deuxième touche FN3, parce que le FN1 est au-dessus, hein, si vous l'avez remarqué dans l'introduction de la vidéo. Ici, je vais pouvoir faire un punch-in, donc zoomer de façon numérique. C'est pas un zoom numérique, hein, puisque ça n'affecte en rien l'enregistrement, pour vérifier mon focus en fait. Chose aussi très utile, parce que le picking c'est bien, mais parfois on a simplement besoin de ce petit plus. Et ma dernière touche ici, FN4, ça va me permettre de gérer mes zébras en fait, si jamais il y a des choses surexposées, par exemple. Si je pousse encore mes ISO, vous voyez que ici, tout commence... Alors là, ça se voit pas du tout à la caméra, juste un peu ici, mais chez moi, je regarde l'appareil, ici, il y a tout qui commence à avoir ces petits zèbres, hein, puisque c'est zébras. Et là, plus rien si je veux l'éteindre. Parce que parfois, alors si vous avez le soleil dans le dos et vous voulez l'avoir dans le dos, c'est quand même un peu bête d'avoir un écran complètement encombré de plein de signes. Attention, c'est surexposé. Pareil, pour afficher des options ici sur le GH4, vous avez encore la touche Display qui va vous permettre donc d'avoir une part cet affichage-là qu'on connaît tous des appareils réflexes et donc vos différents affichages vidéo avec plus ou moins d'informations en simplement appuyant plusieurs fois sur le bouton lui-même. Ici, vous avez le FN5 qui est donc le Live View pour l'éteindre et l'allumer. Moi, je l'ai laissé en automatique, hein, donc c'est assez pratique. La touche pour regarder ce qu'il y a sur la carte, donc forcément là, il n'y a pas de carte à l'intérieur. On va regarder maintenant un peu les boutons au-dessus pour voir ce qui nous reste. Ici, FN1, normalement, si je remets ici... Le FN1 me fait mon picking aussi. Donc là, j'ai directement accès au picking. Les ISO, la compensation d'exposition, pardon, ISO, compensation d'exposition, balance des blancs. Donc assez bien pensé, des boutons pour tout. À gauche, ici, vous avez donc une molette pour la prise simple. La prise multiple prise, donc vous restez dessus, il va prendre plein de prises. Il a une rafale, je crois, de 10 images secondes ou un truc comme ça. Le bracketing, donc pour la HDR. Attendez, je vais juste éteindre l'écran. Voilà. Le retardateur et l'intervallomètre en fait. Voilà, très simple et très efficace, assez clair en termes de boutons. Et ici, bien sûr, vos modes manuel, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, etc. On a un mode manuel vidéo spécialement dédié donc pour la vidéo et 3 modes entièrement configurables, dont un et 2 modes un peu créatifs en fait qui sont là et là. Petite astuce, utile ou pas, on peut bloquer le mode. Donc là, je peux bouger ma mallette. Hein, hop, j'appuie dessus, je ne peux plus la bouger. Et celle-ci, en tout cas, elle est assez crantée. Je dois vraiment forcer un peu, ce qui n'est pas désagréable, puisque au moins les paramètres ne changeront pas quand l'appareil est rangé dans le sac. Voilà, je pense qu'on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir sur le GH4 en termes d'ergonomie. Voilà, vous avez maintenant tout vu comment marchent les GH4, comment naviguer dans le menu, comment obtenir les informations et les options qu'on souhaite avoir pour le régler à notre manière. Vous voyez quand même que l'appareil est très complet, pas trop complexe je trouve en termes de menu,
et qui offre quand même une grande flexibilité de travail afin de s'adapter au goût de tout et chacun. Bien sûr, cet appareil a aussi des aspects négatifs. Je ne vais pas rentrer en détail parce que j'ai pas envie de faire la revue chiante de point négatif machin. Clairement, cet appareil n'est pas le roi de la basse lumière puisqu'il y a son concurrent le A7S dont on a parlé dans l'introduction qui va être beaucoup plus fort là-dessus puisqu'il est fait pour ça, vraiment, il a été mis sur le marché pour ça. Maintenant, le GH4, je pense que c'est un packaging global qu'il faut considérer qui est juste énorme à un prix juste hallucinant. Donc, pour moi, c'est un appareil versatile, un appareil de grande qualité où je n'ai rien perdu à mon sens, à mon utilisation par rapport à un D800 qui était mon ancien appareil. Comme je l'ai déjà dit, une vidéo sur ce changement-là et pourquoi le 4 tiers, etc. va venir très bientôt. Donc voilà, les questions là-dessus, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Sachez que ce GH4 s'achète aujourd'hui pour la somme de 1400 €, il me semble. Donc c'est un appareil peu cher pour un appareil pro. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Vous avez la tropicalisation, vous avez vraiment une construction en alu qui nous donne une sensation vraiment de stabilité et de professionnalisme qui est quand même important vu l'utilisation que la plupart des gens vont en faire. Est-ce que cet appareil est pour vous? Ça dépend de vous. Est-ce que cet appareil est pour tout le monde? Clairement non, puisque je ne vois pas l'intérêt de payer pour des options telles la 4K si c'est pour ne pas les utiliser. Ça serait un peu dommage. Il faut aussi savoir, et c'est comme d'habitude, vu qu'on parlait de plus gros fichiers, de plus grosse résolution, il va falloir avoir un système informatique qui puisse suivre. Après un débat avec mon cher confrère Julien Ponce, voilà, on est d'accord là-dessus que cet appareil-là a bien sûr besoin d'une part d'un espace de stockage, mais aussi un peu une machine performante si vous souhaitez traiter vos vidéos. Bien sûr, traiter, c'est pas uniquement couper, c'est ce qui va poser le moins de problèmes. C'est que si vous allez dans After Effects pour faire des effets de couleur ou des effets vraiment plus poussés, si vous voulez faire dans SpeedGrade, corriger également encore une fois vos couleurs, etc. L'appareil, enfin les fichiers de l'appareil vont devenir très volumineux et votre ordinateur va morfler un peu. Donc moi je travaille actuellement sur un 8 cœurs avec SSD, 16 Go de RAM, etc. Donc là je suis assez tranquille, même si parfois voilà, il peut y arriver quand même qu'il commence à chauffer et qu'il commence à avoir du mal. Donc ça c'est un peu un point positif et négatif, mais voilà, ça demande quand même un investissement et une prise de conscience à ce niveau-là. Donc à ne pas acheter les yeux aveugles. Les yeux fermés plutôt. Oula, j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui, je m'en excuse parce que un peu fatigué, j'ai fait des tutos toute la journée, donc j'ai parlé toute la journée, mais je voulais faire cette vidéo le plus rapidement possible. Donc voilà, maintenant, petit point encore sur les détraqueurs du 4 tiers, j'ai un petit coup de gueule à dire, puisque en fait, je sens déjà les commentaires arriver. Il n'y a pas de profondeur de champ, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de bokeh dans les appareils 4 tiers, c'est un peu nul. Alors là j'ai juste envie de rire parce que effectivement, physiquement, il faut rester logique quand même, hein, le 24-36 va offrir des possibilités de profondeur de champ plus importantes. C'est de la physique, hein, faut pas chercher midi à 14h pour ça. Par contre, il y a des moyens d'avoir largement du bokeh sur un appareil 4 tiers, puisqu'il y a des objectifs déjà qui sont faits pour. D'autre part, on a Olympus qui déjà à l'intérieur de l'appareil, avec le système qui est sur votre chipset en fait de l'appareil, calcule déjà plus de profondeur de champ, enfin plus de flou pour justement ressembler plus à un appareil DX ou voire 24-36. Vous avez également l'option des Metabones qui est une marque en fait qui fait des adaptateurs qui s'appelle Speed Booster, qui sont onéreux, ils sont dans les 400 €, mais où vous pouvez adapter par exemple les optiques Canon ou Nikon avec la motorisation, avec toutes les informations, donc ça c'est assez agréable. Et en plus il calcule, il y a un petit système dedans qui va faire passer votre capteur 4 tiers en format DX, donc en crop 1,5, ce qui est quand même non négligeable si vraiment la profondeur de champ c'est tout ce qui vous intéresse. Mais dans ce cas là, peut-être le système 4 tiers n'est pas vraiment fait pour vous,
parce que voilà, il s'agit de solutions certes, mais de solutions qui ont un certain coût. Mais voilà, je vais poster plusieurs vidéos d'exemples parce que c'est ce qui manque sans doute un peu dans cette review, c'est le fait d'avoir des exemples. Je n'ai pas choisi d'en faire parce que déjà là, rien que la démonstration des menus, elle est à mon avis vers 30 minutes, donc je ne veux pas vous assassiner non plus. Vous avez déjà une vidéo sur ma chaîne, le lien s'affiche actuellement, où j'ai filmé la tempête Herman passant à Quiberon. Donc cette vidéo là, elle est en cinéma 4K, ensuite je l'ai sortie